Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cours de mathématiques 1. Je m'appelle Mucho Caremera et cette vidéo, c'est une vidéo d'introduction qui me permettra de vous parler de mes intentions pour ce cours. Et puis j'ai aussi l'intention de vous parler de la manière dont je pense on peut considérer les maths ou dont vous pourriez les aborder en fait pour ce cours et en général. Mais pour le faire, je pense qu'il faut répondre à une première question fondamentale qui est pourquoi encore un cours de maths? Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que, après avoir passé une mature, un bac, vous vous retrouvez à l'université sans avoir choisi de faire mathématiques, mais avec encore un cours de maths à faire. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous le considèrent avec peur ou effroi. Et j'ai bien conscience de cette malheureuse réputation qu'ont les maths. Et je crois que ce schéma l'illustre assez bien. C'est que quand on passe par un cours de maths, on n'est jamais ou rarement plus content avant qu'après. Et j'ai bien conscience de ça, malheureusement. Mais il se trouve que si vous êtes amené à faire des maths encore maintenant, c'est que pour certains, les mathématiciens en particulier, et ceux qui les utilisent, euh, c'est quand même un outil assez formidable pour résoudre des problèmes et trouver des solutions. Et donc en fait, le schéma que vous voyez avant, c'est le schéma inverse pour ceux qui maîtrisent cet outil mathématique. En gros, on passe de problème à solution, on passe de tristesse à joie, de désespoir à extase peut-être même. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans ce contexte-là? Quels sont les moyens, en fait, d'arriver à pouvoir utiliser les maths de façon satisfaisante? Alors, à mon avis, euh, à mon avis, il y a quelque chose de fondamental à comprendre, donc pour passer de tristesse à joie au travers des maths, c'est de comprendre qu'en fait les maths peuvent se penser comme une langue et en fait comme deux langues même, je dirais. Une langue que j'appellerais la langue visuelle, qui est très intuitive. Donc visuel, vous pouvez penser à toutes les graphiques, tout ce qui est un peu géométrique, tout ce qui fait appel au sens de la vue, tout simplement. Et c'est un outil assez puissant qu'on peut utiliser en maths qui nous permet d'intuitivement comprendre un problème et d'intuitivement aussi peut-être percevoir où est la solution qu'on cherche. Le seul peut-être, enfin peut-être pas le seul, mais en tout cas un des désavantages peut-être de cette manière-là de communiquer, de parler, c'est que c'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir des résultats précis, mais ça nous permet d'avoir une idée du résultat et de la solution qu'on cherche. Donc si on maîtrise bien cette langue-là, on peut passer de tristesse à quelque chose que j'exprimerai par ces emojis-là, qui sont entre joie et tristesse, mais on n'a toujours pas la solution. Et ce qui permet éventuellement de, de passer enfin à cette joie énorme que certains mathématiciens éprouvent et ceux qui les utilisent, c'est la maîtrise de la langue symbolique. Et par langue symbolique, j'entends algèbre, analyse, tout ce qui a des lettres X, Y, etc., qui alors a le désavantage d'être clairement moins intuitif que la langue visuelle, mais par contre, c'est avec elle qu'on arrive souvent à avoir des résultats exacts, précis, et donc de pouvoir déterminer les solutions aux problèmes qu'on avait à la base. Alors, c'est peut-être très abstrait ou figuratif tout ce que j'ai dit là. Je vais vous parler de deux problèmes euh,
qu'on va aborder dans le cours, pour lesquels on va donner les techniques de résolution, mais j'aimerais au moins vous montrer, vous illustrer en fait ce dont je parlais là, par ce schéma-là. Alors, le premier problème dont j'ai envie de parler, c'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation sous contrainte. En gros, on cherche à maximiser un profit ou une production, disons, dans un contexte économique. Là, j'ai pris un exemple où on imagine, voilà, imaginons on considère une société automobile qui produit des voitures. Disons que P, c'est le nombre de voitures produites. Et le nombre de voitures produites est fonction du nombre d'heures de travail des ouvriers et aussi, disons, du nombre de machines qu'on a à disposition. Alors, le nombre d'heures de travail est représenté par X, le nombre de machines est représenté par Y, le nombre de voitures produites, disons, est représenté par P, et l'égalité que vous voyez là au milieu, c'est l'égalité qui donne la quantité de production en fonction du nombre d'heures de travail et du nombre de machines dont on a à disposition. Alors, évidemment, une heure de travail a un coût. Supposons que ce coût est de 150 francs par heure par employé, évidemment. Et qu'une machine coûte 250 francs et qu'on a un budget de 50 000 francs pour produire ces voitures. Alors, vous me direz que c'est peut-être pas assez. Mais peu importe, ce n'est qu'un exemple. La question, c'est quelle est la production maximale qu'on peut avoir pour un budget donné, en fait. Donc, si je prends un employé et plein de machines, est-ce que c'est mieux que de prendre plus d'employés et un peu moins de machines, tout en respectant mon budget? Qu'est-ce qui me permet de produire le maximum de voitures sous la contrainte budgétaire de... Ici, j'ai mis 50 000 francs. Peut-être que je produis 0 voiture à 50 000 francs. Je n'en sais rien. Alors, le problème ici est clairement posé en français, disons, ou avec quelques petites lettres, je vous le concède. Mais je pense que vous comprenez le problème. On a un budget, on a des coûts, et on a une production d'un objet, et on aimerait savoir comment faire en sorte d'en avoir le maximum pour notre argent, au fond. C'est pas plus compliqué que ça. Mais maintenant, ça peut être très compliqué de savoir effectivement quelle est la meilleure stratégie, quel est le X que je dois prendre, quel est le Y que je dois prendre pour pouvoir produire le maximum avec ma contrainte budgétaire. Alors, ce problème d'optimisation sous contrainte, revient à trouver le plus haut point sur une courbe qui se trouve sur une surface. Alors, vous pouvez vous demander naturellement pourquoi, et je tiens à dire que je ne vous explique en ce moment absolument pas pourquoi c'est le cas. C'est l'objet du cours. Mais si je vous disais maintenant que le problème que j'ai énoncé tout à l'heure revient à trouver sur cette courbe noire qui se trouve sur la surface colorée, trouver sur cette courbe noire le plus haut point sur cette courbe noire, et vous le voyez, je l'ai mis en évidence par le point, vous voyez visuellement où se trouve la solution. Alors, le problème avec ça, c'est que vous devez me faire confiance sur le fait que c'est bel et bien ça qu'il faut trouver pour résoudre le problème annoncé tout à l'heure. Mais si je vous garantis que c'est ça la solution, au fond, vous la voyez. Maintenant, si je vous demandais de déterminer quelles sont les coordonnées de ce point, pour déterminer la solution précisément et avoir la stratégie, là, il va falloir travailler, au fond, une bonne partie du semestre pour déterminer ce point. Mais vous le voyez. Et c'est ça qui est important. Ici, ce que j'illustre là, c'est par rapport au schéma d'avant que je vais remettre. C'est la partie visuelle qu'on voit. On voit la solution du problème. Alors, on n'arrive pas à déterminer la solution, mais on la voit. Donc, on est dans cet entre-deux où, ok, on sait peut-être quoi chercher, mais on ne sait pas comment le trouver. Alors,
l'objet du cours, c'est de vous introduire aux techniques qui vous permettent de trouver ce point-là de façon précise. Et ça, ce sera avec des outils algébriques analytiques. Donc, ça va faire partie de la langue symbolique. Un deuxième problème qu'on va aborder au cours du semestre, c'est aussi au fond un problème où il faut trouver une stratégie optimale. Et ici, imaginons qu'on considère une économie d'une certaine région qui est composée de 3 industries, la pêche, le bois et les constructions navales. Peut-être, imaginons que c'est une île. Alors, pour produire 1 tonne de poisson, il faut 3 bateaux de pêche. Pour produire 1 tonne de bois, il faut 0,3 tonnes de poisson en tant que nourriture supplémentaire pour les travailleurs forestiers. Et enfin, supposons que pour produire un bateau de pêche, il faut 0,7 tonnes de bois. Imaginons que ce sont les données. Et maintenant, on demande quelle est la quantité de poissons, de bois et de bateaux qu'il faut produire si on souhaite disposer de 2 tonnes de poissons pour nourrir la population et aussi 3 tonnes de bois pour construire des maisons. Alors, pour résoudre ce problème, si je vais dans la langue visuelle, au fond, ce qu'il faut trouver, ça peut se traduire comme ça. Ça peut se traduire par trouver le point d'intersection de plans qui se coupent. Alors ici, en vert, en bleu et en rouge, vous avez des plans dans l'espace. Et le point noir, en fait, ça représente leur point d'intersection. Ils s'intersectent en ce point-là. Alors, on peut voir le point d'intersection, on l'a illustré. Évidemment, je ne vous ai pas expliqué pourquoi le problème dont je vous ai parlé avant correspond à trouver le point d'intersection de 3 plans. Mais si on suppose que c'est bel et bien le cas, vous voyez la solution, encore une fois. Vous voyez la solution, comme pour le problème d'avant. Et donc, vous êtes dans l'entre-deux, au fond, que j'illustrais tout à l'heure, où visuellement, vous voyez ce qu'il faut chercher, mais vous ne savez pas encore comment le trouver. Et là aussi, on va introduire des techniques donc, algébriques qui vont nous permettre de déterminer précisément quelle est la solution de ce problème et donc quelle est la stratégie à adopter pour ce problème de pêche, de bois et de quoi d'autre encore ? Poisson. Alors, le plan du cours, il est le suivant. La première partie, ce sera une partie où on fera de l'analyse et elle permettra de donner les outils mathématiques nécessaires à résoudre le premier exemple, donc le problème d'optimisation sous contrainte. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout à la fin que ça va venir parce que on va introduire beaucoup de vocabulaire entre-temps pour pouvoir aborder la technique qui est nécessaire à la résolution de ce genre de problème. Vous voyez que l'analyse est divisée en 2 sujets, en 2 parties, disons. Analyse 1 et analyse 2, on va dire. La première partie, c'est une partie que vous aurez probablement déjà vue dans vos cours secondaires. C'est l'analyse à une variable. Donc fonction dérivable, peut-être les séries de Taylor vous n'avez pas vu, l'optimisation peut-être, et l'intégration, donc les intégrales. Peut-être que ça c'est de l'ordre du connu, mais on va revenir dessus, si c'est acquis, tant mieux. Si ça ne l'est pas, c'est une bonne occasion. Et ça va nous donner les bases pour pouvoir aborder des problèmes en 2 variables, donc fonction de 2 variables, qui ultimement vont nous permettre de considérer les problèmes d'optimisation et d'optimisation sous contrainte. Donc le premier exemple que j'ai mentionné. La deuxième partie, ce sera de l'algèbre, et l'algèbre, ça va nous fournir les outils mathématiques qui vont être nécessaires pour résoudre le deuxième exemple. Donc cet exemple de pêche, de bateau et de bois. Et je l'ai mis en gras ici. Ce qui permet de résoudre ce genre de problème, c'est savoir résoudre des systèmes d'équations linéaires.
Alors, vous voyez qu'il y a plein d'autres sujets qui seront abordés avant de passer à ce sujet de système d'équations linéaires. Peut-être certains et certaines d'entre vous les ont abordés. Il s'agira de parler d'espace vectoriel, en fait. On y reviendra au fur et à mesure du cours. Alors voilà, ça conclut la première vidéo d'introduction. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo.